Dans cette analyse rapide, nous sommes dans le champ de la géopolitique, c'est-à-dire qu'on est face à des problématiques de type pouvoir-territoire. Dans l'intitulé de cette table ronde, on parle des réseaux de pouvoir, donc il y a des centres de pouvoir, il y a des lieux de décision, au-delà du champ de bataille, sur différentes échelles. En géopolitique, c'est important de distinguer les différentes échelles, les différents ordres de grandeur. Donc bien sûr, il y a Donetsk sur le champ de bataille, et quelques autres villes. Il y a un certain nombre de combats devant Mariupol. Vous avez Moscou, vous avez Kiev, vous avez Bruxelles et les capitales européennes, les capitales des États membres, qui sont partie prenante de cette affaire ukrainienne. Et puis vous avez Washington. Alors c'est un défi pour les démocraties. Là encore, le terme de démocratie apparaît dans l'intitulé de cette table ronde. Alors les démocraties, c'est-à-dire pour être plus précis, parce que le terme parfois est galvaudé, de manière arbitraire, ce sont des régimes constitutionnels, pluralistes, fondés sur la reconnaissance des libertés fondamentales, fondés sur la séparation des pouvoirs, l'équilibre entre les différents pouvoirs. Et là encore, effectivement, nous sommes face à un défi qui doit être approché selon différents ordres de grandeur et sur différents plans. Alors sur différents ordres de grandeur, à différentes échelles, c'est d'abord la question des réformes en Ukraine, des réformes politiques, des réformes économiques. Tout l'enjeu, c'est de passer d'un système de type patrimonial à ce que l'on appelle communément une démocratie libérale. Plus largement, ce que ce conflit met en jeu, c'est la capacité de l'Union européenne et de ses États membres, des Occidentaux, à tenir la ligne. Et donc là encore, c'est une problématique qui est importante pour les démocraties. Alors cette affaire se joue sur différents plans. Alors bien sûr sur le plan politique au sens de Julien Freund, essence du politique, à travers la diplomatie, les sanctions, la stratégie au sens même militaire du terme, puisque à l'intérieur de l'OTAN, il y a une volonté de réassurer la posture de défense et de dissuasion dans cette histoire, mais également métapolitique, je dirais, c'est-à-dire sur le plan éthique, sur le plan moral, parce que les rapports de puissance se jouent également sur ce terrain, et puis parce que cette politique révisionniste, révisée par la force armée un certain nombre de frontières, remet véritablement en cause les fondements intellectuels, moraux, juridiques de ce que l'on appelle l'Europe unie et libre, alors même que les fondements spirituels de notre civilisation de la personne, par ailleurs, se dérobent. Donc on risque de se retrouver, si ce n'est déjà fait, dans une sorte de dialectique entre d'un côté le nihilisme passif et puis de l'autre le nihilisme actif. Donc tout ceci pour vous dire qu'à partir de cette guerre russo-ukrainienne, à partir de ce qui s'est passé en Crimée, de ce qui se passe au Donbass, eh bien on peut ouvrir sur beaucoup de choses, et c'est ce que les différents intervenants de cette table ronde vont faire. Alors nous avons Galia Ackerman, qui est historienne, qui est à la tête du Forum européen pour l'Ukraine. Nous avons Philippe Capelle-Dumont, qui est, je prends l'ordre de la prise de parole, Philippe Capelle-Dumont, donc, qui est philosophe, prêtre, qui préside l'Académie catholique de France, qui va s'exprimer également sur ces questions sous un angle plus philosophique, comme Chantal Persol, ensuite, qui est philosophe, qui est membre du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More, qui est partenaire de cette manifestation et donc qui a une œuvre philosophique importante à son actif. Et puis enfin, nous avons Johanna Nowicki, qui est professeure à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Là, c'est le nouveau Sciences Po qui vient de s'ouvrir, et puis qui va nous parler du sentiment européen des Ukrainiens. Alors chacun d'entre nous, ou plutôt chacun d'entre vous, va s'efforcer d'exprimer sa pensée en 5-6 minutes ou 6-8 minutes, dirons-nous. Alors il est sûr que c'est une gageure, mais l'idée, c'est de conserver suffisamment de temps, une vingtaine de minutes, pour pouvoir ensuite ouvrir le débat et se livrer à une dispute, sinon théologique, du moins philosophique. Alors je passe la parole à Galia Ackerman. Merci. On m'a demandé de parler de l'information, des guerres d'information que mène la Russie. Et bien sûr, cette question est au cœur même de l'actualité, parce que si la Russie n'avait pas réussi à créer dans les téléviseurs
et dans la tête de sa propre population, mais aussi dans beaucoup de têtes d'occidentaux, une sorte de réalité parallèle. Peut-être que ces chars, ces drones et ces installations lance-feu n'auraient pas été aussi efficaces qu'ils ont été. D'abord, littéralement quelques mots sur le début de cette politique de désinformation. Moi, je ne peux pas parler de leur politique d'information. Les autorités russes se sont rendues compte, encore à l'époque de la première guerre tchétchène, qu'en fait, cette guerre a été perdue par l'armée russe parce que l'opinion publique, informée par la presse encore assez indépendante, n'était pas du côté de l'armée. Ensuite, donc, pour la deuxième guerre tchétchène, qui a commencé sous Poutine, on a déjà parlé de la guerre d'information, c'est-à-dire on a déjà compris qu'il fallait limiter l'accès à la Tchétchénie, par exemple, aux journalistes russes d'opposition. Parallèlement, il y a eu la saisie, en quelque sorte, le hold-up des autorités russes, des groupes proches du Kremlin, sur les médias qui ont appartenu essentiellement les chaînes de télévision à deux oligarques tombés en disgrâce, Berezovsky et Gusinsky. Et donc, si vous voulez, l'emprise sur l'information commence avec la seconde guerre de Tchétchénie. Ensuite ont lieu les révolutions de couleur, 2003 en Géorgie, 2004, début 2005 en Ukraine, où les autorités russes ont commencé à avoir sérieusement peur d'un scénario pareil pour la Russie. Et la Doxa dit que ce sont des révolutions qui ne sont absolument populaires ni spontanées, mais qui ont été fomentées par l'Occident, en premier lieu par les États-Unis. Donc la nécessité de mobiliser la population pour éviter ce scénario en Russie commence à prendre très sérieusement forme. Je pense néanmoins que la vraie limite entre la politique qui était de désinformation partielle, de propagande, etc., à la politique qu'on peut qualifier de création de réalité parallèle, c'est-à-dire un niveau supérieur de désinformation, c'est la guerre russo-géorgienne. Quand, par exemple, on a parlé des thèmes qui sont maintenant actuels aussi, sont réutilisés pour l'Ukraine, c'est le thème de génocide de la population ossète, qui était un pur mensonge, et ils ont commencé à parler aussi des fascistes en Géorgie, des médias russes, en se référant à des corps, à des unités géorgiennes, constituées en partie des Géorgiens de l'émigration et en partie de Géorgiens prisonniers de guerre, qui ont participé à la guerre du côté de la Wehrmacht. Et donc, on faisait, c'est pendant cette guerre russo-géorgienne qu'on a fait déjà analogie entre les fascistes d'antan et, en quelque sorte, les fascistes d'aujourd'hui. Sur cela se superpose une nouvelle chose extrêmement importante, c'est le printemps arabe, où on voit qu'un mouvement populaire peut se propager même dans des pays qui n'ont jamais connu de démocratie, comme les pays arabes. Et ensuite arrive l'aspiration européenne de l'Ukraine qui commence à prendre forme. Je vous rappelle que Yanukovych, il s'est désisté, mais il était, ou en tout cas il se déclarait prêt à signer l'accord d'association. Peut-être c'était un moyen de faire chanter les Russes et d'obtenir les meilleures conditions, mais bon, mais pourquoi le Maïdan jusqu'à octobre 2013, Yanukovych affirmait qu'il allait signer l'accord d'association avec l'Europe. Et donc,
en fait, la guerre contre l'Ukraine, la guerre commerciale, a commencé déjà en été 2013, bien avant le Maïdan. Et je pense que quand le Maïdan a commencé, on a appliqué la conception que m'a bien formulée dans un entretien un politologue russe proche du Kremlin, qui s'appelle Georgi Markov, qui est un grand bavard, et donc peut-être il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Mais en tout cas, il a affirmé que, nous, littéralement c'était sa phrase, nous ne sommes pas contre les révolutions de couleur, mais nous voulons qu'elles se passent dans les intérêts de la Russie. Et donc, on arrive maintenant à ce qui se passe à partir du Maïdan, et qui est donc le corps de ce que j'ai envie de vous dire. D'une part, la tactique qui est utilisée est assez extraordinaire parce qu'on crée un système de miroir. Vous avez le Maïdan, eh bien nous allons faire l'anti-Maïdan. Vous occupez les mairies à Lviv et à l'ouest de l'Ukraine, eh bien nous allons occuper les mairies à l'est de l'Ukraine. Vous avez des meetings de l'opposition, eh bien nous allons faire nos meetings pour soutenir le pouvoir. Et je vous donne quelques exemples assez récents. Par exemple, c'était une très brave organisation russe, les Mères de soldats, qui a dénoncé l'arrivée de corps de soldats russes tombés en Ukraine, parce que ça a été occulté. Eh bien, tout de suite, on a sorti une organisation, les Mères de Russie, et c'est toujours le système de miroir. On crée quelque sorte de proche, mais qui fait exactement l'opposé de ce que font les partisans, disons, de la démocratie, pour faire simple. Et il y a une marche de la paix à Moscou contre la guerre en Ukraine. Eh bien, on fait la veillée pour les fausses communes de Donbass, en accusant bien sûr les autorités ukrainiennes de génocide. Alors que pour l'instant, on ne sait même pas qui sont dans ces tombes, dans quelles conditions, etc. C'était peut-être des gens carrément tombés sur le champ de bataille. Et le référendum en Crimée répond à cette même logique de miroir. Vous avez eu Kosovo, vous faites des référendums, comme par exemple le référendum en Écosse, comme par exemple le référendum que réclament les Catalans. Eh bien, nous avons droit aussi, pour non-peuple, droit à l'autodétermination. C'est une seule... la technique de miroir est une technique. Une autre technique, c'est la falsification totale de l'histoire pour, à partir de l'histoire, créer une image, je ne dirais même pas déformée, mais fantaisiste de la réalité. Par exemple, oui, on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Ukrainiens qui se sont battus du côté des Ukrainiens, il y a eu des supplétifs ukrainiens qui ont participé à l'extermination de Juifs. Mais c'est une histoire quand même vieille de 70 ans, et si on a pardonné aux Allemands, si on a pardonné à la moitié de l'Europe qui a été fasciste volontairement avant la Seconde Guerre mondiale, avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est totalement absurde de prétendre qu'aujourd'hui les Ukrainiens, puisqu'ils ont participé, puisqu'il y a eu SS Galicia pour faire court, qu'aujourd'hui ce sont des fascistes. Mais on ne définit pas, on désigne, sachant que les fascistes, c'est le nom commun, c'est pas du tout les fascistes italiens, c'est le nom commun pour en fait les nazis, essentiellement pour les nazis. Aussi pour des raisons historiques, parce que les nazis, c'est national-socialiste. Il y a le mot socialiste dedans, donc c'était pas utilisé à l'époque soviétique. Donc on crée la réalité où les Ukrainiens, puisqu'ils ont jadis été fascistes, ou plutôt très peu parmi eux l'ont été,
sont aujourd'hui également fascistes. On invente le génocide, on invente les persécutions selon le principe de la langue, c'est-à-dire alors que dans toute la Crimée, il y a eu 6 écoles ou 7, si je ne m'abuse pas, avec l'enseignement en ukrainien, on dit que les Russes de la Crimée sont persécutés puisqu'ils parlent russe. Bien sûr, on parle des adeptes de Bandera, qui en effet a eu un passé compliqué, mais qui, à partir de 1942, s'est totalement déchanté de l'Ukraine, qui a été emprisonné. Mais on ne se souvient jamais du général Vlasov, alors qu'au comble de son armée, ça s'appelait l'armée de libération de Russie, ROA. Il y a eu, entre diverses évaluations, enfin la plus basse c'est 200 000 personnes et la plus haute va jusqu'à 2 millions de personnes. Ensuite, il y a aussi la linguistique qui fonctionne. Par exemple, il y a des choses qu'on ne dit pas de façon officielle dans les émissions de télé, mais il y a aussi une énorme blogosphère qui sert comme un relais de propagande. Il y a des officines qui ont des contrats avec l'administration du Kremlin ou avec le parti du pouvoir pour relayer la désinformation, pour embêter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et vous savez comment on appelle l'Ukraine? Donc il y a 2 appellations extrêmement humiliantes, je m'excuse même de prononcer ça, qui sont toutes les deux fondées sur les assonances. Donc une c'est Ukraine, Ukraine en russe, qu'on appelle Ruina, la ruine, parce que l'idée c'est que c'est un état inexistant. Et le deuxième c'est Ukropia, avec aussi de nouveau l'assonance, les premières 3 lettres, Ukr. Mais Ukropia c'est le pays de la nette. Donc un pays, végétal, rien. Parallèlement, on procède à la réécriture de l'histoire avec la Novorossia. Novorossia, c'est bien parce qu'il y a le mot Russie dedans, vous voyez, comme il y a pour la Biélorussie, alors qu'en Ukraine, il n'y a pas d'assonance avec la Russie. Et on a par exemple aussi, vous savez, nous on parle pour ces bandes pro-russes qui contrôlent le Donbass, on parle d'insurgés, de rebelles, de milices pro-russes. Eux, ils utilisent un mot très différent. Ils utilisent le mot apalchense. Qu'est-ce que ça veut dire apalchense? De nouveau, on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait en plus de l'armée une sorte de groupe de défense civile qui s'appelait Narodna Opalchenie, donc la défense populaire. Et les gens qui font partie de la défense populaire sont apalchenses. Donc de nouveau, on donne des connotations positives pour dénoter la Novorossia et les apalchenses, et les connotations extrêmement négatives et humiliantes pour les Ukrainiens. C'est horriblement injuste, mais je vais vous demander de terminer. Voilà, oui, je termine. Je vais juste peut-être... on va y revenir pendant le débat. Oui. Je voulais juste ajouter une petite cerise sur le gâteau, si vous permettez. C'est que M. Philippe de Villiers, qui est connu comme constructeur du parc Puy du Fou, est en train, un projet de construire maintenant un parc historique en Crimée, avec le soutien de celui qu'on appelle l'oligarque orthodoxe très proche du Kremlin, M. Malafiev. Et donc ça va être encore une tentative de réécrire non seulement l'histoire russe, elle est déjà réécrite, mais l'histoire ukrainienne et celle de la Crimée. Je n'ai pas tout dit, mais bon, je me remets. Merci.